Bonjour mesdames et messieurs, je vous propose de poursuivre ces cours. Aujourd'hui nous allons aborder la morphogénèse en ayant recours à une description un peu plus macroscopique des processus morphogénétiques, c'est-à-dire en intégrant les processus cellulaires à une échelle tissulaire. Mais nous verrons qu'un certain nombre de concepts que nous avons vus à l'échelle cellulaire en termes d'auto-organisation auront leur place aujourd'hui. Et donc le fil conducteur de ces cours cette année sur un dialogue entre vision programmatique et d'auto-organisation du développement sera poursuivi. Et j'ai prévu donc de séparer ces descriptions macroscopiques de la morphogénèse en décrivant deux grandes classes de déformations, les courbures, invaginations aujourd'hui, et la semaine prochaine, tout ce qui relève de la croissance ou de l'extension des tissus. Donc aujourd'hui, courbure, invagination. On voit sur cette diapositive un certain nombre d'images qui montrent la diversité des contextes dans lesquels les courbures tissulaires se manifestent, les circonvolutions du cortex des mammifères, ici les villosités intestinales, donc dans un autre exemple d'organe. À droite encore, un film qui montre dans un explant in vitro le phénomène de branchement d'un tissu épithélial lors du développement du poumon, dans ce cas-ci. En bas encore, les courbures que l'on peut voir dans la formation de l'intestin et des boucles qu'il forme. Donc évidemment, il y a une très grande diversité apparente de phénomènes. L'enjeu est de proposer une description générale qui dégage des principes qui gouvernent l'organisation progressive de ces différentes structures. J'entends par invagination une autre classe de comportement qu'on retrouve principalement dans l'embryogénèse précoce des embryons, qu'on appelle la gastrulation, c'est-à-dire la séparation des différents feuillets embryonnaires. Et vous voyez, par exemple, deux films qui montrent la gastrulation chez l'embryon d'oursin, en haut à droite, dans lequel l'endoderme en fait s'invagine, c'est-à-dire qu'il se sépare de la couche périphérique de l'embryon. Et puis, plus en bas, vous voyez l'invagination du mésoderme de l'embryon de drosophile. Et vous voyez donc ce processus dynamique. Nous y reviendrons dans la seconde partie de ce cours. Et puis, à gauche, ici, un autre type de déformation extrêmement important, qui est en fait la formation du tube neural, notamment chez les mammifères, mais présent aussi chez d'autres vertébrés comme les embryons de poulet, les amphibiens, etc. Donc un processus extrêmement général. Et donc j'ai proposé de séparer, pour des raisons qui relèvent aussi de la distinction entre auto-organisation et programme, ce que j'appelle plus largement courbure, et puis ce qui relève d'invagination proprement dit, c'est-à-dire la séparation complète de deux tissus embryonnaires. Et donc, notamment dans la première partie qui relève de l'émergence de courbures dans les tissus, nous verrons que le thème de l'auto-organisation est en fait extrêmement important. Le cadre général dans lequel envisager ces processus d'auto-organisation sont énoncés ici, c'est-à-dire l'existence ou la description, la modélisation d'un tissu selon ses propriétés purement élastiques, c'est-à-dire dans lesquelles les contraintes apportées au matériau et les déformations qu'il génère sont proportionnelles l'une à l'autre, selon un terme qui est en fait les termes d'élasticité du matériau. Dans lesquels il existe également des contraintes internes, celles générées typiquement par la croissance, c'est-à-dire l'augmentation pas simplement du nombre de cellules, mais de la taille, c'est-à-dire de la masse globale du tissu, véritablement un processus de croissance. Et nous verrons dans différents cas en quoi cette croissance génère des contraintes internes, principalement en raison de conditions aux frontières que nous allons caractériser. Et puis, dans un matériau élastique soumis à des contraintes, on verra que les relaxations de ces contraintes donnent naissance précisément au type de courbure qui nous intéresse. Et quand j'aurai l'occasion de décrire des modèles physiques qui décrivent ces phénomènes, on verra qu'on peut utiliser des modèles continus assez simples qui décrivent en fait l'élasticité de ces matériaux.
Et donc, une première partie va consister à étudier l'émergence des circonvolutions du cortex. Je m'attacherai principalement aux vertébrés, vu que c'est là qu'elles ont été le plus étudiées. Et on peut déjà appréhender l'émergence de ces courbures, de ces circonvolutions, en voyant ici des scans du cortex de l'homme au cours du développement. Donc on voit ici en vision de surface et en coupe sagittale qu'à 25 semaines par rapport à 40 semaines, en quelques semaines, le cerveau d'abord lisse devient progressivement caractérisé par des sillons, des invaginations, qui deviennent plus profondes et également plus nombreuses. Et comme vous le savez, ces circonvolutions sont essentiellement stéréotypées, mais que nous verrons qu'il en existe un certain nombre qui sont en fait propres à chaque individu. Mais les grandes circonvolutions sont très conservées dans une espèce. Mais également, on peut observer des circonvolutions qui varient d'un organisme à l'autre et qui reflètent la diversité des processus développementaux au cours de l'évolution. Ici, vous avez la vue du cortex de différents primates, non humains en haut et humains en bas. Et on peut voir très visiblement que les circonvolutions sont quasi absentes chez des espèces qui ressemblent à des lémures, en fait des lémuriens en haut, et qui deviennent extrêmement importantes alors qu'on arrive déjà chez le gorille, donc comme vous savez, relativement proche de l'homme, et évidemment chez l'homme où ces circonvolutions sont extrêmement importantes. Donc, il existe à la fois une stéréotypie propre à l'espèce et une diversité de circonvolutions entre les espèces. Et les études que je vais décrire et étudier dans les diapositives suivantes tentent d'apporter une vision unificatrice sur l'émergence de ces circonvolutions en termes de propriétés mécaniques de ces matériaux. On voit ici un autre arbre évolutif qui montre donc la diversité de ces structures. On peut voir que les circonvolutions importantes peuvent apparaître aussi dans des espèces comme le dauphin, qui a des circonvolutions même plus importantes que chez l'homme, et chez les cétacés plus généralement. Donc ici, nous avons une étude extrêmement intéressante, très macroscopique, qui étudie en fait la relation entre un certain nombre de paramètres géométriques qui caractérisent les cerveaux de ces vertébrés. À la fois, ils font référence à des données de la littérature en noir et leurs propres données, leurs propres mesures. Et par exemple, j'ai extrait ici un graphe qui montre l'index de repliement du cortex par rapport à la masse générale du cortex. Et on peut voir une tendance générale en échelle logarithmique de l'augmentation de l'index de repliement alors que la taille du cerveau augmente, sa masse. Donc il y a très, très clairement une tendance générale. En revanche, dans le détail, on peut voir deux choses. On peut voir tout d'abord qu'il y a toute une catégorie de cortex pour laquelle en fait, l'index de repliement est 1, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de circonvolution, nous y verrons plus tard, et une autre catégorie d'organismes pour lesquels donc, il y a des circonvolutions dont l'importance augmente avec la masse. Donc déjà deux comportements différents. Et par ailleurs, un certain nombre d'organismes se situent en dehors de cette tendance générale, notamment les cétacés, qui ont des circonvolutions plus importantes par rapport à d'autres individus dont le cerveau a une masse équivalente. On voit ici l'homme et ici le marsupial. Donc il y a un certain nombre d'individus ou d'organismes qui ne sont pas bien représentés par cette tendance générale, et donc il convient d'affiner les études. Et les auteurs décrivent en particulier deux lois d'échelle qui en fait décrivent assez bien différents comportements. C'est-à-dire tout d'abord des cerveaux qui, alors on regarde ici en ordonnée la surface totale du cerveau, c'est-à-dire celle que l'on peut mesurer en suivant toutes les circonvolutions du cortex. En abscisse, on a en revanche la surface exposée, c'est-à-dire celle qu'on approxime en prenant une enveloppe qui recouvre le cerveau, mais sans prendre en considération les circonvolutions. Et la relation entre ces deux montre une loi d'échelle, enfin deux en réalité, c'est-à-dire l'une pour lesquelles, et qui correspond précisément au cerveau sans circonvolution, dans lesquelles en fait, les deux surfaces sont les mêmes, donc on a en fait une relation comme ici, on peut le voir. En revanche, on voit ici
une autre loi d'échelle pour laquelle il y a un exposant qui caractérise cette relation entre la surface totale et la surface exposée, dont les auteurs montrent qu'elle est à peu près égale à 1,25, 5 quarts en puissance. Et donc, il y a deux types de comportements qui permettent deux types de relations qui permettent de décrire l'ensemble de ces cerveaux. Et on peut donc, en d'autres termes, caractériser la dimension fractale qui caractérise ces configurations et en multipliant par 2, voir une dimension fractale qui est de 2,48. Et ce qui est intéressant, comme le soulignent les auteurs, c'est que si l'on prend une feuille de papier, par exemple, et qu'on replie, on a une dimension fractale qui caractérise cette surface qui est de 2,5. Ce qui amène les auteurs à étudier plus en avant cette analogie pour proposer en tout cas un modèle physique fondé sur l'énergie qui caractérise ce tissu lorsqu'il se replie et voir en quoi il peut permettre d'apporter une description utile, une explication utile à la description de ces lois d'échelle. Et en particulier, l'argument est le suivant: si l'on prend une feuille de papier, qu'on l'en replie, on a donc une certaine surface exposée qui peut se mesurer par rapport à la surface totale. Et on peut voir, par exemple, pour des papiers dont l'épaisseur augmente, dans ce diagramme en haut, donc avec un code de couleur qui montre l'épaississement progressif des feuilles, on peut voir deux choses. Tout d'abord, il y a toujours cette loi de puissance qui caractérise la relation entre la surface totale et la surface exposée, comme on l'a vu précédemment, avec le même exposant. En revanche, alors qu'on augmente l'épaisseur du papier, on voit donc un décalage vers la droite, ce qui veut dire en d'autres termes que pour une surface exposée égale, c'est-à-dire un volume enveloppement qui est équivalent, alors que l'épaisseur augmente, la surface totale diminue, c'est-à-dire que les circonvolutions doivent se réduire. Et c'est exactement ce que l'on voit quand on observe ce graphe, où l'on a ici l'index de repliement en fonction de la surface totale, en fonction de l'épaisseur, avec le code de couleur le même, c'est-à-dire que là, on a l'épaississement progressif du papier, on voit donc l'index de repliement qui diminue. Donc, et de façon intéressante, on peut maintenant regrouper l'ensemble de ces données en décrivant cette relation qui décrit l'épaisseur de la feuille, grand T, la surface totale et la surface exposée. Et ici, l'exposant 5 quarts, 1,25, vient précisément du choix que ce paramètre de relation K soit sans dimension, étant donné qu'on a ici une dimension, ici une surface. Voilà. Et donc, cette relation donc, décrit le lien entre l'épaisseur, la surface totale et la surface exposée. Et donc les auteurs maintenant utilisent cette expérience sur des feuilles de papier pour montrer qu'effectivement, en mettant en ordonnée cette grandeur, on arrive à quelque chose qui maintenant permet à toutes les données de se regrouper sur une relation générale, où l'on peut voir que toutes les données en fait, sont superposées quasiment les unes aux autres. Donc ce qui semble apporter une description adéquate, en tout cas du repliement de la feuille de papier. Le modèle physique sous-jacent, c'est l'idée en fait que la surface, l'énergie de surface est minimisée, l'énergie de cette surface repliée en fait est minimisée. Donc à partir de ces expériences élémentaires sur des feuilles, les auteurs maintenant étudient précisément cette relation entre l'épaisseur du cortex, la surface exposée et la surface générale, et ils montrent effectivement que toutes les données que l'on a observées pour des cerveaux extrêmement différents se replient sur une ligne, se superposent sur une ligne générale, et on peut extraire un exposant qui est de 1,3, c'est-à-dire assez proche de l'exposant attendu dans cette relation ici. Et en particulier, prenons l'exemple d'un cerveau lisse, c'est-à-dire dans lequel la surface exposée est égale à la surface totale, on s'attend à ce qu'on ait exactement cette relation, d'après celle-ci. En revanche, si l'épaisseur est inférieure à k au carré et la racine carrée de la surface totale, à ce moment-là, on a un cerveau qui a des repliements. Donc, cette analogie, évidemment très simple, suggère que l'on peut décrire adéquatement les circonvolutions du cortex, des cortex d'un nombre important d'espèces, en tout cas parmi les primates, selon en fait, une minimisation totale de la surface
qui a elle-même sa propre épaisseur du cortex de ces organismes, avec une loi de puissance qui est tout à fait générale, quel que soit en fait le type de repliement, l'index de repliement de ces cortex. Donc, les auteurs proposent en fait finalement ce qu'ils appellent une loi universelle, en tout cas qui s'applique à un grand nombre d'organismes, qu'ils soient lisses ou avec des repliements, qui suit en fait une minimisation des contraintes internes et externes présentes dans ce cortex. Ce qui est intéressant lorsque l'on pense maintenant à la biologie, c'est que la surface totale en fait du cortex dépend du taux d'expansion latérale de ce cortex qui lui-même dépend de l'expansion des progéniteurs neuronaux dans ce cerveau, en relation avec l'épaisseur qui est elle-même dépendante de la neurogénèse radiale. Vous savez que ces cellules en fait ont une migration centrifuge, elles ont donc en périphérie vers le cortex, et que ce taux d'expansion en fait et la migration associée a un impact sur l'épaisseur du cortex. Donc il y a des phénomènes biologiques tout à fait bien connus qui caractérisent l'expansion de cette surface du cortex, donc en termes de croissance, et l'épaisseur qui dépend d'un processus morphogénétique de neurogénèse radiale et de migration cellulaire. Donc on peut supposer que l'évolution de la forme des cerveaux parmi chez primates reflète en fait une évolution des paramètres d'épaisseur T et de surface générale qui lui-même en fait dépend de paramètres cellulaires qu'un biologiste peut identifier et donc potentiellement étudier. Donc on pourrait par exemple imaginer des expériences qui mesuraient dans ces différentes espèces le taux de croissance ainsi que la neurogénèse radiale et la migration cellulaire, et de voir si effectivement les paramètres si jamais l'évolution de ces paramètres reflète en fait des paramètres de contrôle entre les différentes espèces. Ces études maintenant posent une question qui est en fait l'origine des contraintes internes à l'origine du développement du cerveau. J'ai, dans les points 3 et 4, suggéré que la croissance interne du cortex pourrait être importante, mais d'autres théories ont été proposées ces dernières décennies. Et je vous propose donc de revoir un certain nombre d'hypothèses proposées et ensuite de voir comment elles ont été testées. Donc tout d'abord, dans les fin des années 90, un article important a proposé que les circonvolutions du cortex viennent des tensions provenant de l'organisation de la matière blanche, c'est-à-dire les fibres axonales qui sont associées au corps cellulaire et qui en fait sont organisées d'une façon très précise, et en particulier au niveau de ces extrusions, donc qu'on appelle les gyrus, ces câbles de matière blanche généreraient en fait une tension interne à l'origine de ces extrusions. Qui se développerait progressivement au cours de la gérification du cortex, comme ici. Une autre hypothèse, en fait, avait été proposée plus tôt, dans les années 70. Ce modèle, Mechanical Model of Brain Convolution Development, proposait typiquement un modèle de croissance différentielle de la matière grise par rapport à la matière blanche située en dessous, et que cette croissance différentielle serait à l'origine de contraintes internes qui donneraient naissance à un certain nombre de repliements. Un autre modèle est proposé plus tard, qui repose sur des instabilités de Turing, que nous avons vues donc dans ces derniers cours, et qui serait à l'origine en fait, de l'existence d'hétérogénéité de croissance dans le plan du tissu. Donc là, on n'est pas dans une différence de croissance dans l'épaisseur, en Z, mais d'une hétérogénéité de croissance dans le plan XY du cortex, et qui reposerait donc sur des processus qui s'auto-organisent en amont et de façon purement chimique. Alors, une étude assez récente, en 2010, a réalisé des expériences d'ablation dans le cortex, en l'occurrence du furet, pour essayer de tester ces différentes hypothèses. Ils ont bien montré que lorsque l'on fait une ablation, donc on peut regarder la vitesse de relaxation, et la vitesse de relaxation, modulo un terme de friction interne aux matériaux, renseigne sur la tension interne du matériau. Et donc, en voyant les axes principaux de cette relaxation et leur amplitude, on peut avoir une idée relative, en tout cas, des contraintes internes dans le matériau. Et ce que les auteurs ont montré, c'est qu'il existe bien des contraintes internes.
Néanmoins, leur distribution n'est pas compatible avec le scénario selon lequel, ou l'hypothèse selon laquelle, les fibres axonales généreraient un stress plus important à l'intérieur, au voisinage de ces extrusions, ces circonvolutions. Ils montrent des contraintes qui sont distribuées de façon plus isotrope et en particulier aussi présentes à l'intérieur de ces invaginations. Donc, les données expérimentales indiquent qu'il existe des contraintes, mais qu'elles ne sont pas compatibles avec le modèle proposé par Van Essen en 1997. Et donc, ils apportent leur soutien à l'hypothèse de croissance différentielle de la matière grise par rapport à la matière blanche, donnant naissance à ces courbures du cortex. Et nous allons revoir maintenant plus en détail des études qui valident, semble-t-il, cette hypothèse. Je vais donc me référer à des études encore plus récentes du laboratoire de Mahadevan à Harvard qui ont étudié, vous allez le voir, ces modèles de croissance différentielle de matériaux. Mais en ajoutant maintenant un terme important dans la caractérisation du processus qui est en fait l'élasticité du matériau. Et en envisageant en particulier 3 cas de figure. Un cas de figure dans lequel la matière grise serait plus rigide que la matière blanche, soft, stiff et soft, et qui donne naissance à ces froncements du tissu. Vous allez voir ici ces expériences in vitro qui, sur des simulacres, si vous voulez, synthétiques, qui permettent de tester des hypothèses sur le rôle de l'élasticité relative de ces différents matériaux dans l'émergence de courbures. On peut faire aussi des expériences dans lesquelles on a maintenant l'inversion, c'est-à-dire que la matière grise est moins élastique que la matière blanche sous-jacente. Et enfin, un troisième scénario dans lequel les deux matériaux ont une élasticité égale. Et on peut voir ici, dans ces coupes, sur ce schéma, mais les expériences réalisées sur des simulacres montrent qu'effectivement, il y a des géométries différentes qui émergent dès lors que l'on varie l'élasticité relative de ces différents matériaux. Et en particulier, lorsque on a donc une matière grise qui est moins élastique que la matière blanche, on a formation de ce qu'on appelle ces cuspides, qui sont en fait des espèces de bourgeonnements, alors que la partie interne est elle-même lisse. Avec notamment ici une épaisseur moindre dans le sillon, alors que lorsqu'on a une élasticité qui est plus faible dans la matière blanche que la matière grise, l'épaisseur elle-même est uniforme. Et enfin, quand les deux élasticités sont égales, on voit une espèce de combinaison de ces deux processus, c'est-à-dire à la fois des grandes ondulations et dans les sillons, en fait, un amincissement de l'épaisseur. Et donc la combinaison de cette structure en cuspide et en sillon. J'ai de nouveau un problème avec mon pointeur. Donc les auteurs maintenant développent un modèle théorique qui caractérise à la fois, modélise l'élasticité différentielle de la matière blanche et de la matière grise, et maintenant étudie un taux de croissance qui varie à partir... donc ici c'est une croissance relative de la matière blanche par rapport à la matière grise. Si elles sont égales, on a donc ce terme G égale 1, et on peut sinon l'accroître d'un terme X. Et on voit ici dans des simulations comment l'augmentation de la croissance, donc de 1,3 à 2,25, modifie considérablement la géométrie de ces circonvolutions. On voit ici tout d'abord un certain nombre de paramètres géométriques. La profondeur de ces invaginations, l'épaisseur relative dans les circonvolutions et dans les sillons, la longueur aussi caractéristique, ou la largeur si vous voulez, de ces circonvolutions, W. Et on voit donc que ces paramètres évoluent en fonction du taux de croissance. Et ici on a un graphe à droite qui montre comment, augmentant la croissance relative de la matière grise par rapport à la matière blanche, comment ces paramètres géométriques évoluent. Et en particulier, on voit qu'il y a une augmentation de la profondeur de ces sillons, une réduction de la largeur caractéristique, alors que la profondeur, l'épaisseur relative est globalement invariante. Et c'est ce que l'on voit effectivement très bien dans ces simulations. Et les auteurs représentent en même temps, sur la droite, une section sagittale de deux cortex, un porc-épic,
et un chat, dans lesquels les circonvolutions sont différentes. Et les auteurs mesurent en fait les paramètres géométriques et les superposent sur ce graphe. Et l'on peut voir en particulier en triangle, ici, les caractéristiques géométriques du cerveau du porc-épic. On voit en rond celui du chat, donc en fait correspondant à ces deux cerveaux ici, et puis l'homme qui est donc situé lui plus à droite, avec une profondeur de sillon plus importante et une largeur qui est aussi réduite liée à l'existence d'un index de repliement extrêmement important. Donc on voit ici, dans ces simulations, latéralement émerger des caractéristiques géométriques observées dans les cerveaux. Donc les auteurs ici réalisent par ailleurs des expériences dans lesquelles ils testent sur des matériaux synthétiques l'hypothèse d'une élasticité, d'une croissance différentielle de l'équivalent de la matière grise et de la matière blanche. Donc ils partent d'une espèce de noyau, une demi-sphère qui a une certaine élasticité, la recouvrent d'un autre gel et vont utiliser un solvant qui va permettre la croissance de cette surface. Et en fonction donc, du taux d'incorporation du solvant, cette dilatation va donner naissance en fait à une augmentation de la surface et donc va faire apparaître ces circonvolutions dans ce matériau synthétique. Et on peut comparer maintenant la géométrie de ces invaginations en fonction du taux de croissance. Et on peut voir ici, sur ce graphe à gauche, à la fois l'évolution donc, de ces paramètres. Donc ici, on a le terme de croissance représenté en ordonnées, et puis quelque chose qui caractérise la taille du cerveau. On peut voir à la fois les simulations numériques et donc la courbe qui montre comment ces paramètres évoluent. Donc quand le taux de croissance augmente, on a l'apparition de repliements plus importants. On voit ici sur cette courbe comment pourraient se positionner les cerveaux de différentes espèces, du rat à l'homme, et enfin comment les simulacres de ces cerveaux, avec un taux de croissance qui lui-même varie, on peut voir apparaître dans ces circonvolutions plus importantes. Donc qualitativement, on peut voir une analogie entre ce que les simulations numériques sur le modèle physique que j'ai présenté, d'un modèle élastique avec croissance différentielle de matière blanche et de matière grise, et enfin les données expérimentales du cerveau. Et ce que les auteurs montrent ici, c'est l'index de circonvolution mesuré pour ces différentes espèces, 1 pour un cerveau lisse et 2,8 ici pour ces structures avec plus de circonvolution. Les auteurs maintenant étudient en dehors, donc là ces données semblent valider le modèle de croissance différentielle comme étant suffisant pour expliquer l'émergence de ces circonvolutions. Mais ce qui est remarquable, c'est comme je l'ai dit précédemment, ces circonvolutions ont elles-mêmes une localisation extrêmement précise. Si vous avez du flambage dans un tissu, il n'est pas forcément évident que les invaginations vont toujours être positionnées au même endroit. L'hypothèse que les auteurs testent, c'est celle que la géométrie initiale du cerveau, qui en fait la forme du cerveau à partir du moment où ces circonvolutions se produisent, c'est-à-dire par exemple au stade de 25 semaines chez l'homme, elle-même impose une distribution des contraintes internes liées à la croissance différentielle qui vont positionner dans l'espace les sillons principaux. Et donc pour cela, il réalise encore une fois des expériences in vitro, prenant donc un moule qui mime la forme initiale du cerveau avant l'émergence de circonvolution. Et on peut voir progressivement au cours de la croissance de cette surface du cortex l'apparition de circonvolutions. Et on peut par ailleurs utiliser des simulations numériques, exactement comme je l'ai montré précédemment, mais en partant d'une géométrie bien définie qui va permettre donc de voir le positionnement de ces différentes invaginations. Et on peut voir ici déjà une relation entre l'index de circonvolution en ordonnée par rapport au cerveau, et on peut voir clairement qu'en superposant des données expérimentales en noir chez l'homme, des données numériques en bleu, et puis ce qu'ils appellent le cerveau en gel, c'est-à-dire ces expériences in vitro, ces simulacres des cerveaux, on peut voir que l'ensemble des données, globalement, on peut les décrire comme en fait relevant d'une courbe générale qui est montrée ici en pointillé.
De façon plus intéressante encore, les auteurs, maintenant utilisant leur simulation numérique, peuvent voir comment la courbure du cerveau aux étapes initiales, qu'on représentait ici par un code de couleur, faible courbure en bleu, forte courbure en rouge, est prédictive en fait des contraintes internes dans ce cerveau, elle-même représentée par un autre code de couleur. Donc le stress compressif, les contraintes dans compression sont montrées ici par un code de couleur. Et vous voyez en particulier que les rayons de courbure, une courbure plus faible en bleu, correspond en fait à des contraintes en compression plus importantes, visibles ici en rouge, et qui elles-mêmes donc sont prédictives de l'émergence des sillons principaux, comme on peut le voir par exemple ici. Voilà. Donc on a ici une comparaison entre la distribution des circonvolutions dans un cerveau d'homme par rapport à ce que les simulations donnent en prenant une géométrie initiale à peu près équivalente, le plus proche possible de celle donnée lorsque, au cours du développement, ce cortex commence à produire ces circonvolutions. Il n'y a bien sûr pas identité exacte, mais néanmoins une certaine similitude dans le positionnement d'un certain nombre de circonvolutions. Ce qui amène les auteurs à dire que les grandes circonvolutions principales du cortex émergeraient donc de l'existence de ces contraintes internes provenant de la croissance différentielle de la matière grise par rapport à la matière blanche, elles-mêmes conditionnées par les conditions initiales, à savoir la géométrie en 3D de ce cortex. Et néanmoins, il y a un certain nombre de différences, même d'un individu à l'autre, qui reflètent l'existence de ces instabilités qui ne sont pas totalement en fait, déterminées par la géométrie et qui viendraient simplement de l'existence de contraintes qui pourraient varier dans le temps et l'espace d'un individu à l'autre de façon subtile et qui donneraient donc ici une différence entre un individu et l'autre. J'aimerais maintenant me tourner vers un autre exemple remarquable d'instabilité mécanique à l'origine de la morphogénèse d'un organe, qui est maintenant quelque chose de plus simple en apparence, qui est en fait l'apparition des boucles dans l'intestin des mammifères, ou des vertébrés même plus généralement. On voit ici, au cours du développement, comment l'intestin acquiert progressivement sa morphologie. Donc on voit un tube en bleu, un tube en fait épithélial, qui progressivement va croître, formant une boucle, puis tourner sur lui-même. On peut voir ici plus tard l'apparition en fait d'une espèce de feuillet qu'on appelle le mésentère, qui relie en fait la boucle de l'intestin, et progressivement apparaître à ce stade du développement toute une série de circonvolutions ou de boucles dans l'intestin qui jusqu'au terme final. Et comme on va le voir, un facteur en fait joue un rôle important à ce stade-là dans l'émergence de ces circonvolutions, un facteur qui augmente ou diminue les circonvolutions. Donc nous allons voir maintenant comment ces structures apparaissent. Et on pourrait imaginer, à structure très complexe, on pourrait imaginer un programme extrêmement sophistiqué qui définirait dans l'espace et le temps l'apparition de ces boucles une à une. Et on va voir en fait qu'elles émergent beaucoup plus naturellement d'instabilité mécanique. Donc ces études, principalement menées dans le laboratoire de Cliff Tabin à Harvard avec Mahadevan, ont caractérisé déjà l'apparition progressive au cours du développement de ces circonvolutions ou de ces boucles plus exactement dans l'intestin du poulet. Et les auteurs montrent déjà que dans le tube ou dans le mésentère, le long de l'axe principal, la croissance est uniforme. Il n'y a pas d'hétérogénéité de croissance, il y a uniformité de la croissance dans ce tissu, en tout cas de la prolifération, ce qui simplifie énormément les modèles pour caractériser ce processus. Ensuite, des expériences embryologiques extrêmement simples qui consistent à dissocier le mésentère du tube par une fine dissection montrent que dans cette situation-là, un intestin déjà formé se relâche complètement. Le tube se redéplie de lui-même et le mésentère lui-même réduit sa surface. Ce qui indique que les deux tissus, le tissu dans le plan, le mésentère comme le tube, sont vraiment dans une configuration de contrainte pour l'un et d'étirement pour l'autre, donc
contraintes pour le tube et d'étirement pour le mésentère, et que ces matériaux, en se revenant complètement à une configuration beaucoup plus simple, indiquent qu'on peut les décrire comme des matériaux élastiques soumis à ses propres contraintes. Les auteurs ensuite réalisent aussi des expériences plus fines de dissection locale où on peut voir que les boucles en fait, peuvent progressivement disparaître dès lors que l'on dissocie localement le mésentère du tube. Donc, les auteurs ont conclu que le mésentère et le tube intestinal sont des matériaux isotropes purement élastiques, ce qui simplifie également les modèles qui permettent de caractériser l'émergence de ces structures. Et donc, l'hypothèse qu'ils formulent, c'est qu'une différence du taux de croissance entre le tube par rapport au mésentère sera l'origine de contraintes internes qui donneraient naissance à ces boucles progressives. Donc, utilisant encore une même méthode, c'est-à-dire l'obtention le développement de modèles physiques in vitro, on peut voir, et par exemple ici, un tube élastique accolé à une membrane élastique qu'on étire initialement. Donc le tube, on l'étire. Si on associe les deux, on voit bien à ce moment-là l'apparition de circonvolutions, de boucles, ici sur le simulacre, qui ne sont pas sans rappeler celles que l'on observe dans le tube intestinal chez un embryon de poulet. Et donc qui semble montrer en tout cas la plausibilité de ce modèle mécanique purement élastique avec une croissance différentielle du tube par rapport au mésentère. Donc en fait ici, on étire différemment les deux tissus et on les accole pour mimer l'effet de cette croissance différentielle des deux matériaux. Les auteurs décrivent plus précisément le modèle élastique qui relie en fait ce tube élastique intestinal en bleu et le mésentère, une membrane élastique en rouge. Ils définissent un certain nombre de paramètres géométriques comme le rayon interne-externe du tube, le rayon de courbure, la longueur de ces boucles, en divisant simplement la longueur totale de l'intestin par le nombre de boucles, ce qui donne en fait une longueur lambda pour chacune d'entre elles. Et puis également, donc c'est ça, le rayon de courbure. Et la proposition et le modèle est le suivant. Donc on a un module élastique qui caractérise à la fois le tube et le mésentère. Donc ces modules élastiques ET pour le tube, EM pour le mésentère. On a également des déformations qui, maintenant en utilisant l'équilibre des forces, permettent de prédire en fait les différentes caractéristiques géométriques de cette configuration. Et en particulier, au-delà d'une valeur seuil de la déformation, on prédit que le tube va adopter, va flamber et former ces espèces de courbures caractéristiques. Et donc, la relation entre la géométrie et l'élasticité est assez simple. On peut en particulier, lors de l'initiation des courbures, relier la longueur de ces boucles aux paramètres mécaniques, c'est-à-dire l'élasticité relative du tube et de la membrane, du mésentère. Un paramètre qui est en fait le moment quadratique, donc qui est une puissance 4 du rayon en fait, de ce tube, et qui en fait mesure comment le matériau va réagir aux contraintes axiales qu'on exerce sur lui, et qui est donc une propriété du tube. Et puis ici on a l'épaisseur du mésentère, et donc ce coefficient, ici simplement pour avoir quelque chose qui est homogène à une longueur lambda. Ceci en fait convient uniquement pour décrire l'initiation des courbures, mais pour mesurer maintenant la profondeur, c'est-à-dire le rayon de courbure de ces invaginations, il convient de regarder plus tard, et à ce moment-là, le paramètre epsilon 0, qui est en fait la déformation au carré, et qui est un nombre sans dimension, permet de définir donc, le rayon. Donc on a deux paramètres géométriques mesurables dans les expériences, lambda et r, qu'on peut relier simplement à des paramètres mécaniques ou géométriques du système. Et donc l'avantage de ce modèle, c'est qu'il se prête à un test en mesurant ces données expérimentalement. Et les auteurs vont donc mesurer à la fois les paramètres mécaniques et les paramètres géométriques et voir si ce modèle convient. Tout d'abord, les paramètres géométriques sont mesurés ici au cours du temps. On peut voir ici le rayon de ce tube. On peut voir ici la longueur relative du tube en bleu par rapport
comme vous pouvez le voir ici, au cours du temps. Et le plus intéressant, finalement, c'est la mesure des paramètres mécaniques que les auteurs réalisent en utilisant une bille magnétique, une espèce de petite bille magnétique, qui est attirée par un champ magnétique, et les forces exercées sur cette bille accolée au tissu permettent de voir la relation entre les contraintes appliquées par ce champ magnétique sur la bille et la déformation observée. Et ils le font à différents stades du développement et mesurer ainsi, pour le mésentère, dans le régime linéaire, de voir en fait de mesurer en fait un module de Young du mésentère à différents stades de développement, et également même expérience réalisée maintenant sur le tube, où ils peuvent donc mesurer le module élastique du tube intestinal. Et donc finalement, à la fin, les auteurs mesurent les différents paramètres mécaniques que l'on voit ici dans ce modèle, et permettre de voir si jamais effectivement ces relations sont satisfaites expérimentalement. Et c'est effectivement le cas. On voit ici mesurer en ordonnée donc lambda, alors normalisé sur R0, le diamètre externe du tube, en fonction de cette grandeur, qui est en fait ce qu'on avait ici dans le modèle, et on a ici un terme 36 sur R0. Donc on voit bien qu'il y a une relation à la fois entre lambda et cette grandeur ici, ainsi que le rayon maintenant et cette grandeur ici. Donc, et les auteurs utilisent pour cela des expériences réalisées à la fois chez le poulet, donc en noir, leur modèle élastique de simulacre d'intestin et les simulations numériques. Donc on peut voir que le fit est plutôt assez bon, ce qui indique donc le modèle élastique utilisé semble convenir. Pour aller plus loin, les auteurs maintenant se posent la question de savoir si, en regardant maintenant l'espace des configurations au-delà de l'espèce poulet, et en regardant par exemple chez la caille, chez le pinson et chez la souris, dans lesquels les intestins ont des formes différentes, si jamais il existe une relation qui caractérise l'ensemble de ces organismes. Si vous voulez, on peut regarder à la fois une espèce et différents modèles, mais il est toujours intéressant de regarder si l'espace des différentes configurations dans les différentes espèces relève d'un même modèle de croissance différentielle, avec l'hypothèse que ce que l'évolution réalise, c'est effectivement un jeu sur les paramètres de contrôle, par exemple l'élasticité relative du tube digestif, du tube par rapport au mésentère. Voilà. Et donc c'est effectivement ce que les auteurs proposent, bien qu'ils ne réalisent pas les expériences mécaniques dans les différents organismes, mais on pourrait en tout cas les réaliser en théorie, et de voir si effectivement les différentes paramètres géométriques relèvent d'une variation sur les paramètres mécaniques, mais clairement le fit entre le fait que l'ensemble de ces mesures expérimentales géométriques correspondent bien indique que les auteurs sont sur une bonne voie pour caractériser ici l'émergence de ces différentes circonvolutions. D'ailleurs, je précise que les auteurs réalisent les mesures mécaniques chez ces différentes espèces, sans quoi ils n'auraient pas pu réaliser ces graphes. Donc ce n'est pas simplement une mesure géométrique. Donc ici, on a en ordonnée un terme qui caractérise aussi les modules élastiques du tube et du mésentère. Donc on voit ici comment, finalement, dans le cas du tube intestinal du poulet, comment en fait des instabilités mécaniques auto-organisées produisent les boucles caractéristiques de l'espèce. Alors, c'est à la fois très intéressant parce que cela montre que des paramètres mécaniques semblent suffire pour décrire la morphogénèse d'un organe, mais en réalité, et je vais contraster ces descriptions en présentant un autre type d'instabilité, maintenant purement biochimique, qui en fait s'apparente à un modèle de Turing et qui caractérise en fait l'apparition, en tout cas dans une autre espèce, la souris en l'occurrence, et les auteurs le proposent en fait dans la majorité d'autres espèces, ces instabilités. Alors déjà, lorsque l'on regarde, alors pour cela, il faut regarder les villosités intestinales. Donc maintenant, on ne regarde pas simplement la forme générale de l'intestin, mais finalement la surface interne de l'intestin, comme vous le savez, présente un certain nombre de déformations, de circonvolutions, on peut le dire, qui varient considérablement d'une espèce à l'autre. On voit ici un serpent, on voit ici d'autres parties d'un serpent. Vous voyez que ça varie selon l'axe antéro-postérieur de l'intestin, le poulet, ici le rat. Bref, chaque espèce a sa propre configuration interne. Et la question est finalement qu'est-ce qui décrit
quel modèle permet de décrire l'ensemble, encore la diversité de ces différentes circonvolutions. Donc ici, je précise l'évolution temporelle de ces structures, et notamment à un stade précoce du développement, on a maintenant ici deux couches tissulaires principales, un épithélium en bleu entouré par un mésenchyme, un tissu moins organisé, qui forme donc un feuillet en 2 dimensions, enfin en réalité qui forme un tube, mais qu'on a ici aplati en l'ouvrant. Et au cours du temps, vous allez voir les diapositives, dans la diapositive suivante, les images microscopie réelle, l'apparition de sillons longitudinaux, puis l'apparition de zigzags, et enfin de villosités. Donc ici, voilà la séquence telle qu'elle se présente, en tout cas chez le poulet. Et effectivement, ici, les images qui montrent au cours du temps, depuis ce stade E6 du développement embryonnaire jusqu'à E17, donc en une dizaine de jours, on voit apparaître progressivement, donc ici vous avez en section et ici le tissu ouvert, dont on peut voir ici les irrégularités. On voit l'apparition donc à ce stade E10 de sillons longitudinaux, représentés ici par ce diagramme, qui coïncident avec l'apparition d'un réseau de muscles lisses circonférentiels, en fait, c'est-à-dire qui ont cette distribution comme le montre la flèche en verte, donc à la circonférence du tube. Puis l'apparition de zigzags le long de l'axe antéro-postérieur qui coïncide avec l'apparition de muscles longitudinaux ici, et qui correspondent en fait à cette couche externe. Et enfin, l'apparition d'une deuxième couche de muscles longitudinaux qui coïncide avec l'apparition de villosités uniques qui évoluent à partir de cette configuration en zigzag. Et donc, vous allez voir comment l'émergence de ces sillons, puis de ces zigzags et de ces villosités procède elle-même d'un modèle mécanique avec des contraintes internes, ces contraintes venant de l'apparition de muscles lisses qui ont une distribution circonférentielle puis longitudinale, avec une orientation donc, des contraintes associées à la contraction de ces muscles qui est donc spatialement différente. On voit ici une première expérience qui montre que lorsque l'on dissocie le mésenchyme extérieur qui entoure l'épithélium, ou l'endothélium plus exactement, de l'intestin, on voit une relaxation ici de l'endothélium qui donc adopte un diamètre plus large, et inversement, le muscle qui entoure maintenant adopte un diamètre interne plus étroit. Et donc ici, on a le diamètre, l'interface entre les deux tissus. L'un va augmenter en bleu, donc en fait il était comprimé, et l'autre va se réduire, donc il était étiré. Et on a ici une description au cours du temps, par des expériences de dissociation, de comment en fait ces deux diamètres évoluent au cours du temps, et en faisant le ratio, on a donc une mesure de la compression de l'endothélium par le tissu mésenchymateux qui l'entoure. Les auteurs réalisent ensuite deux expériences qui montrent en fait l'importance des contraintes apportées par le mésenchyme contractile autour. La première, c'est qu'il bloque la différenciation des muscles lisses par cette drogue, et on voit ici disparaître l'index de compression en fait, du tissu endothélial. Et effectivement, en section, on voit aussi que la configuration est différente, le diamètre est plus large, ce qui montre que effectivement, ces contraintes apportées par la différenciation des muscles lisses est importante. Et de façon encore plus remarquable, suite à l'inhibition de ces muscles lisses, les auteurs maintenant apportent une contrainte externe en mettant en fait le tube à l'intérieur d'une espèce de manchon en soie qui va contraindre l'expansion spatiale de l'endothélium qui par ailleurs prolifère et donc croît. Et on voit apparaître ici clairement des circonvolutions, en tout cas des repliements en section, qui étaient absents à cause de l'absence de différenciation des muscles lisses. Donc finalement, les contraintes externes apportées par ce manchon compensent l'absence de contraintes venant des muscles lisses. Et donc, les auteurs concluent le fait que les contraintes apportées par les muscles lisses contractiles autour sont nécessaires à l'émergence de ces circonvolutions dans le tissu endothélial à l'intérieur d'un intestin. Voilà donc pour la première phase qui voyait l'émergence de ces sillons. Des expériences tout à fait analogues étudient maintenant l'émergence des zigzags le long de l'axe antéro-postérieur dès lors que les muscles longitudinaux maintenant apparaissent à ce stade. Donc, de mêmes expériences de dissociation
entre les tissus mésenchymateux et le tissu endothélial par rapport au muscle. Donc là, il dissocie le muscle par rapport à la fois le mésenchyme et l'endoderme, et on voit qu'au cours du temps, ce taux de compression, en fait, qui est lié en fait, au rapport de longueur entre les deux, diminue. Voilà. Et on voit que c'est Alors ensuite, les auteurs étudient le rôle donc, de la contraction des muscles longitudinaux dans l'émergence de ces structures, et vous voyez en particulier ici que l'inhibition de la différenciation des muscles lisses fait totalement disparaître ces zigzags le long de l'axe antéro-postérieur de l'intestin. Donc, encore une fois, de conclure que les contraintes apportées par la différenciation des muscles lisses sont nécessaires à l'apparition de zigzags dans un tissu qui lui-même a une croissance importante. Et même type d'expérience pour maintenant l'émergence des villosités finales, c'est-à-dire l'évolution du zigzag vers ces villosités, en inhibant encore les muscles lisses à ce troisième stade de développement, vers E16. On voit les zigzags déjà formés demeurent, mais on ne voit pas l'apparition de ces villosités caractéristiques de ce stade embryonnaire. Donc, les auteurs de conclure que l'émergence de contraintes longitudinales venant de la différenciation des muscles lisses longitudinaux est nécessaire à l'émergence de ces structures en zigzag, puis de villosité le long de l'axe antéro-postérieur. Enfin, les auteurs utilisent des modèles numériques qui, reprenant des modules élastiques de ces tissus, avec des grandeurs qui correspondent à ce qu'ils avaient mesuré pour l'ensemble du tube, montrent qu'on peut observer donc, des circonvolutions ou des courbures du tissu endothélial, en rouge ici, dès lors que l'on apporte ces contraintes apportées par la contraction des muscles lisses. Et on voit ici la simulation sur la droite, où on voit l'émergence progressive de ces sillons. Et ici, on a en section l'existence, l'émergence de cette telle structure, et après, des contraintes donc à la fois circonférentielles puis longitudinales qui donnent naissance à ces différentes structures, d'abord sillon, puis zigzag, et enfin villosité. Je voulais souligner ici, pour ceux qui sont intéressés, que des études théoriques avaient été menées quelques années auparavant par deux groupes français qui avaient étudié en fait, un modèle physique plus précis et qui donnait en fait, des résultats assez conformes à ce que l'on voit dans cette étude. Mais ici, il y a un dialogue intéressant entre expérience et simulation numérique avec le même modèle physique sous-jacent. Néanmoins, le modèle doit être affiné pour rendre compte précisément de l'apparition donc, des villosités rondes, à savoir le fait que la croissance n'est pas tout à fait uniforme dans le tissu. Et comme on peut le voir ici par marquage de division cellulaire, on peut voir qu'elle n'est pas tout à fait uniforme, elle est plus importante dans les sillons. En réalité, on voit ici une expérience qui, avec du matériau non biologique, de la pâte à modeler en fait, montre comment cette croissance différentielle, donnant en fait une espèce de torsion dans le tissu, fait apparaître des zones donc, qui étaient ici cachées à l'intérieur du sillon et qui apparaissent du coup en surface en raison des déformations géométriques liées aux contraintes internes. Donc ce modèle de pâte à modeler, après en section, montre comment finalement la zone qui était en surface apparaît en section en fait en périphérie. Et ce modèle en 3D est utile pour essayer de comprendre comment en fait, le motif de distribution de la prolifération cellulaire in vivo, qui se retrouve effectivement dans les sillons, qui rappelle beaucoup ce que l'on observe ici. Et les auteurs utilisent une simulation numérique pour montrer que si jamais on n'utilise pas cette croissance non homogène du tissu, on ne rend pas compte de l'émergence en fait, de ces structures, de ces villosités. On reste dans une structure de zigzag. Mais dès lors qu'on a une croissance qui est plus importante dans les sillons, les contraintes internes et la torsion de ces tubes donnent naissance, fait remonter en fait, vers la surface
la zone en prolifération qui était initialement dans les sillons qui revient à la surface, comme on peut le voir ici dans ce modèle. Et les simulations numériques, effectivement, montrent la même chose. Et donc les auteurs proposent que cette croissance non homogène dans le tissu, une fois les zigzags produits, est nécessaire pour rendre compte de l'apparition en fait, de ces villosités intestinales dans leur forme la plus mature. Donc, on voit ici donc, un modèle mécanique de l'émergence, maintenant pas simplement des structures générales de l'intestin, mais même des configurations à l'intérieur de l'intestin, donc savoir des villosités intestinales chez le poulet. On peut néanmoins voir que dans toute une série d'espèces, comme le montrait une diapositive précédemment, les géométries sont extrêmement variables. Alors, les auteurs proposent qu'en modifiant un certain nombre de paramètres sur les contraintes et la croissance, on peut observer, on pourrait expliquer la diversité des types de géométrie. C'est certainement vrai du point de vue des simulations et du modèle physique utilisé. Néanmoins, comme nous allons le voir, des études menées maintenant dans un autre organisme, à savoir la souris, montrent que les instabilités au cœur de ces structures intestinales ne relèvent pas d'instabilité purement mécanique, mais aussi d'instabilité chimique sous une forme de motif de Turing. Donc je vais rapidement vous montrer ces données expérimentales qui apportent un contrepoint à cette description purement mécanique. Et ici, dans la souris, en fait, ce qui est caractéristique, c'est qu'on a bien in fine l'apparition de villosités qui sont très semblables à ce qu'on a observé non seulement chez l'homme, mais également chez le poulet. Mais en revanche, on ne voit pas dans les stades précédents l'apparition ni de sillons longitudinaux, ni de zigzags. Il semble que ces villosités apparaissent tout d'un coup avec leur espacement final. Ce qui montre en fait que la séquence temporelle n'est pas la même et renverrait peut-être à des mécanismes différents. Donc il s'agit de cette équipe, l'équipe de Deborah Gumucio, et je vous propose, si vous êtes intéressé, de cette revue en fait entre les auteurs qui ont proposé des modèles différents, qui offrent en fait une vision synthétique de ces différents mécanismes auto-organisés. Et le point principal est que déjà l'émergence des villosités chez la souris précède de 24 heures l'apparition des muscles longitudinaux. On a ici la séquence temporelle d'apparition de ces muscles longitudinaux. 24 heures avant l'apparition des muscles longitudinaux, on a déjà l'apparition d'embryons de villosités dans le tissu endothélial de la souris. Et une expérience plus radicale consiste en fait à prendre le tube de l'embryon de souris et en le disséquer pour l'aplatir et l'ouvrir, et donc de faire disparaître les contraintes internes. Et en fait, au bon stade de développement, vers E13, on voit l'apparition de ces petites taches vertes qui sont en fait des marqueurs de condensation mésenchymateuse qui sont en fait l'élément d'initiation des villosités intestinales. Donc, finalement, vous voyez dans ces taches vertes la marque moléculaire de ces bourgeons de condensation mésenchymateuse qui sont en fait les précurseurs de ces villosités. Et cela se produit alors qu'il n'existe plus de contraintes mécaniques parce que le tissu a été disséqué. Voilà. On voit par ailleurs que ici en section, c'est ce que j'appelais donc ces condensations mésenchymateuses indiquées par les flèches sont présentes dans la partie donc sous-jacente à l'endothélial, qui est plus à l'intérieur, et donc semble précéder l'existence des villosités proprement endothéliales. Donc il y a donc ces deux tissus, l'endothélium, qui est un épithélium, est entouré par un mésenchyme, et le mésenchyme se condense avant qu'il y ait une quelconque morphogénèse de l'endothélium, ce qui est donc une situation différente de ce qui se présentait chez le poulet. Et une expérience très simple et élégante montre que finalement les contraintes axiales ne semblent pas jouer un rôle important dans la taille, l'apparition de ces condensations mésenchymateuses. Les auteurs en fait aplatissent, comme ici, le tissu, le dissèquent, l'ouvrent, donc il n'y a plus de contraintes liées en fait à la structure fermée du tube. Et ils apportent maintenant de nouvelles contraintes en apposant une grille qui va, en s'appliquant sur l'endothélium, contraindre localement mécaniquement l'endothélium au cours de sa croissance. Et on peut voir ici dans des images que l'apparition, donc ici ce que les auteurs font, c'est qu'ils varient la taille de la grille, d'accord ? Et on peut voir qu'en augmentant la grille, il n'y a pas, en tout cas qualitativement, d'évolution sur l'espacement ni la taille de ces condensations mésenchymateuses qui sont donc insensibles à ces paramètres mécaniques. Et je tiens à préciser que dans cet article publié par la même équipe de Cliff Tabin, le même auteur, en fait,
avait montré que de telles expériences qui étaient initialement développées chez le poulet montraient en fait un effet mécanique. Donc, c'est important de voir qu'il y a donc des différences d'espèce à espèce. Et ce que je voudrais souligner, c'est le fait qu'on a des principes auto-organisationnels différents, l'un purement mécanique, et là on va voir qu'on peut assez bien expliquer ça par un modèle de Turing, donc reposant sur l'action d'espèces chimiques qui diffusent et agissent l'une avec l'autre dans le tissu. Donc, voyons donc maintenant les espèces chimiques, les molécules, les signaux de développement impliqués dans l'émergence de ces condensations mésenchymateuses. Une voie de signalisation en particulier ressort comme jouant un rôle important, la voie BMP, qui correspond à la voie TGF-bêta dans d'autres organismes. Et on voit par exemple que lorsqu'une bille de BMP est apportée, il y a inhibition autour de cette bille de l'apparition donc de ces condensations mésenchymateuses. Voilà. Et inversement, lorsqu'on inhibe BMP par cette molécule dorsomorphine, on voit exactement l'inverse. Maintenant, on voit l'évolution de ces condensations punctiformes du mésenchyme en structures beaucoup plus grosses qui forment en fait des lignes et des zébrures qui ne sont pas effectivement, sans rappeler, les motifs de Turing. Et les auteurs montrent que cette voie de signalisation BMP n'est pas du tout requise dans l'épithélium, enfin, donc l'endothélium intestinal, alors qu'il est requis très précisément dans le mésenchyme, c'est-à-dire le tissu qui entoure l'endothélium. Donc il montre qu'effectivement, comme les autres expériences le montraient, que c'est bien le mésenchyme qui est en fait l'initiateur du processus de vivification et qu'il repose sur l'action et la signalisation de la voie BMP. Alors justement, les auteurs testent un modèle de Turing dans lequel, vous vous souvenez que donc le modèle de Turing repose sur l'action conjuguée, par exemple, d'un activateur autocatalytique qui induit son propre inhibiteur, avec l'action d'un coefficient de diffusion différent de l'inhibiteur qui ajoute à grande portée, stabilise les configurations, alors que la boucle autocatalytique permet l'amplification locale provenant de fluctuations de signalisation. Et les auteurs proposent que la BMP en fait, joue le rôle de l'inhibiteur à grande distance et qu'un inhibiteur naturel de BMP, il en existe beaucoup dans la biologie, jouerait le rôle analogue de l'activateur. Voilà. Et donc cela est soutenu effectivement par les données expérimentales, vu qu'on a vu précédemment l'effet de BMP qui inhibe la vilification et l'inhibiteur de BMP qui accroît la vilification. Donc on a ici d'ailleurs, pour rappel, ces expériences où on a ici un contrôle où on a une distribution punctiforme des agrégats mésenchymateux, une simulation numérique de modèle de Turing sur la base de ces interactions-là. Et lorsque l'on inhibe davantage BMP, c'est-à-dire lorsqu'on augmente la boucle, la concentration de l'auto-activateur, de l'activateur de Turing, on a effectivement une évolution vers des motifs plus larges en bande, qui rappellent effectivement ce que l'on observe par simulation numérique. Et c'est à la fois quelque chose que l'on observe en jouant donc sur les concentrations de ces différents paramètres, mais également, de façon dynamique, on peut faire évoluer un système vers l'autre, une configuration vers l'autre, en faisant évoluer au cours du temps la concentration de l'activateur dans ce modèle de Turing. Et on peut voir ici une conformité entre les données expérimentales en rouge et les données du modèle de Turing. Alors, bien sûr, un puriste dirait, est-ce qu'il y a eu des mesures de concentration des coefficients de diffusion des différentes espèces? Non. Donc, c'est un modèle qui a ses propres limites, mais qui, en fait, montre que dans une configuration où il n'y a pas on ne peut pas, en fait, utiliser un modèle purement mécanique pour expliquer l'apparition de ces bourgeons mésenchymateux à la base de l'endothélium et comme donnant naissance en fait aux villosités, l'action d'espèces chimiques, notamment de la voie BMP, pourrait suffire potentiellement à expliquer l'émergence auto-organisée de ces structures. Alors pour ceux d'entre vous qui étaient présents ou qui ont pu voir la vidéo du cours du 27 novembre, dans la présentation des instabilités de nature purement mécanique, j'avais fait référence à des articles théoriques expérimentaux qui avaient montré comment on pouvait avoir en fait des motifs Turing-like d'instabilité purement mécanique
en regardant comment des cellules mésenchymateuses placées sur un substrat viscoélastique et avec les forces de traction qui donc permettaient de condenser les cellules, résistées par l'élasticité du substrat, on pouvait avoir l'apparition de ces agrégats de cellules mésenchymateuses. Et donc, à la lumière de ces données expérimentales et théoriques, on pourrait en fait envisager que l'apparition de ces condensations mésenchymateuses, qui sont bien précurseurs de la vilification chez la souris, sont le résultat de l'action conjuguée d'instabilité mécanique analogue à ce que ces études présentaient et d'instabilité chimique à la Turing, les deux pouvant jouer soit un rôle initial amplifié par l'autre, c'est-à-dire une instabilité mécanique amplifiée par une instabilité chimique, ou inversement. Voilà, donc je pense qu'il est intéressant de voir que les instabilités de Turing, proprement dites chimiques, peuvent jouer un rôle, les instabilités mécaniques également. Elles pourraient expliquer de façon conjointe l'apparition de ces agrégats mésenchymateux qui sont à ce moment-là les précurseurs de ces villosités. En tout cas, bien que vous l'ayez vu, il existe, suivant les espèces, des modèles différents. On retrouve bien à différentes échelles, à la fois pour la structure générale du tissu, ces boucles, et pour sa configuration interne, dans différentes espèces, des modèles extrêmement efficaces d'instabilité chimique ou mécanochimique qui expliquent donc l'apparition de ces configurations, de ces courbures, et qui en fait dépendent essentiellement de propriétés élastiques de ces tissus. Alors, donc, en ayant étudié les courbures du cortex, les différents types de géométrie des intestins, on voit comment, dans différents exemples de morphogénèse des organes, les instabilités mécaniques peuvent jouer un rôle important pour expliquer les courbures. Avec néanmoins cet élément que ces configurations ne sont pas forcément positionnées de façon extrêmement précise d'une espèce à l'autre. Il n'est pas nécessaire d'avoir les villosités exactement au même endroit. Il suffit qu'elles soient produites en nombre suffisant avec un espacement propre à l'espèce, et ces longueurs caractéristiques proviennent des caractéristiques des modèles de Turing, par exemple, ou même des paramètres mécaniques d'élasticité relative des tissus et du taux de croissance. Donc on peut retrouver encore ces longueurs caractéristiques dans ces modèles d'instabilité. Néanmoins, il existe un certain nombre de courbures qui sont elles-mêmes extrêmement reproductibles, au sens où il convient qu'elles soient toujours positionnées au même endroit. Pensez au tube neural, qui doit être toujours positionné au même endroit, de façon très uniforme. Il doit être complet. Le spina bifida, c'est une maladie qui provient en fait d'un défaut de closure du tube neural et qui vient donc d'un défaut dans le timing et l'efficacité de cette invagination. Donc autant pour des organes, avoir plus ou moins quelques villosités intestinales n'a aucune importance, autant avoir un mauvais positionnement ou un mauvais timing de l'apparition de l'invagination propre à la gastrulation ou à la neurulation a des conséquences catastrophiques. Donc on va voir que dans ce cas-là, on est dans une configuration où les courbures sont programmées. Et donc, dans cette deuxième partie, je vais expliquer un certain nombre de modèles et de caractériser comment on peut voir l'apparition de courbures dans les tissus embryonnaires. On va retrouver néanmoins l'existence de contraintes internes, de contraintes externes venant des conditions initiales, de la géométrie du tissu. Et l'enjeu est de prédire la morphogénèse du tissu, son invagination, à partir du comportement des cellules. Donc là, on va rentrer dans une description qui ne va pas lisser et finalement s'affranchir de la description cellulaire du tissu. On a vu dans tous les modèles précédents, je n'ai quasiment pas parlé de cellules, je parlais de façon quasiment continue des propriétés d'un tissu, de l'endothélium, du mésenchyme ou du cortex. Maintenant, on va rentrer dans une description cellulaire du processus. Et en même temps, j'aurai à cœur de revenir à la fin pour essayer de voir comment on doit pouvoir allier ces deux descriptions. Donc le contexte, on le connaît, le tube neural, l'invagination de l'endoderme ou du mésoderme dans différentes espèces. Donc pour placer les choses de façon très précise, on voit ici un film qui montre en quelques secondes un processus qui est néanmoins très rapide vu qu'il dure que quelques minutes dans l'embryon drosophile, et on voit ce sillon ventral qui s'invagine extrêmement rapidement. On le voit ici en vue ventrale et ici en vue dorsale. Ce sillon en fait, a sa propre dynamique, nous le reverrons plus tard.
Si l'on regarde maintenant en section sagittale cet embryon, on voit ici donc cette invagination qui se produit, cette courbure, jusqu'à l'apparition en fait, d'une séparation complète entre les deux tissus. Et en image, on peut voir donc ces cellules marquées en rouge par ce facteur de transcription, TWI, se retrouvent à l'intérieur. On peut à la fois caractériser le processus de façon complète, en 3 dimensions, où l'on voit la géométrie des cellules qui évoluent, leur allongement le long de l'axe apicobasal, leur élargissement en partie basale, la construction des cellules dans la partie apicale, donc des changements de configuration de la géométrie des cellules. On peut avoir donc cette description complète. On peut aussi finalement commencer par décrire le processus en ayant une description purement en 2 dimensions, dans laquelle on va se concentrer sur la surface apicale de ces cellules épithéliales et constater que dans le sillon, la surface apicale est réduite par un processus bien connu de constriction apicale, et nous allons voir qu'elle vient effectivement de contraintes liées à la contractilité des réseaux d'actomyosine. Donc, je vais m'appuyer beaucoup sur des études effectuées chez la drosophile, mais sachez que dans d'autres organismes où la microscopie s'est développée, on a pu caractériser les choses de façon très semblable. C'est effectivement chez la drosophile que les études les plus quantitatives ont pu être réalisées. C'est pourquoi je m'appuierai principalement sur elles. Donc, en regardant les cellules épithéliales du mésoderme, on peut voir effectivement en quelques minutes l'apparition d'une réduction de la surface apicale, bien visible ici, conjointement avec l'apparition d'un petit sillon qui va s'accroître au cours du temps. Et on peut voir que la surface apicale des cellules donc réduite, elle se produit conjointement avec un taux de contraction des cellules qui, lui, se produit en pic, et donc les pics de contraction, de constriction, correspondent à des phases rapides, plus rapides de constriction, de réduction de l'air de la cellule. Ce processus est induit et nécessite la contraction de réseaux d'actomyosine que nous connaissons bien. Ce réseau d'actomyosine, on le voit ici dans un film à droite ou dans des images d'une séquence temporelle, on peut voir en particulier que ce réseau d'actomyosine augmente sa concentration puis disparaît. Il a donc un comportement pulsatile. On peut voir ici l'évolution de la concentration du taux d'évolution de myosine 2, qui donc se produit ici de façon pulsatile, conjointement avec l'évolution temporelle de l'évolution de l'air des cellules. On voit ici donc la dérivée du signal montré ici, l'évolution progressive de la réduction de l'air, et l'augmentation, l'évolution de la concentration du moteur myosine 2. Et vous voyez ici un film qui représente cela. Les auteurs caractérisent donc des étapes transitoires de déformation et leur stabilisation progressive, et donc définissent effectivement ce qu'ils appellent un cliquet mécanique, ratchet, qui en fait passe par une phase de contraction, une phase de stabilisation, etc., etc. Une autre caractéristique de ces cellules, c'est qu'au cours de leur invagination, elles présentent, en plus de leur constriction apicale, une anisotropie, c'est-à-dire une élongation préférentielle le long de l'axe antéro-postérieur de l'animal. Comme on peut le voir ici, cette anisotropie augmente alors que les cellules réduisent leur surface apicale. Quelle est l'origine de cette anisotropie? Elle provient en fait des contraintes liées au couplage mécanique entre cellules le long de l'axe antéro-postérieur. On voit ici donc d'une vue plus globale qui montre l'évolution de l'apparition du sillon dans le tissu, et ici un embryon dans lequel les auteurs ont réduit la concentration d'un composant essentiel des jonctions cellulaires en verte, donc les complexes cadérines, et en particulier d'une molécule qui est impliquée dans le couplage mécanique entre le réseau d'actine corticale en bleu, représenté dans ce schéma, et les complexes cadérines qui associent les cellules les unes aux autres. Et lorsque l'on fragilise ce couplage mécanique entre tension et adhésion, l'adhésion elle-même est donc affectée, et l'on obtient donc des ruptures dans le plan du tissu épithélial en raison de la forte tension provenant donc de la constriction apicale des cellules. Et on voit ces déchirures qui ont une orientation privilégiée le long de l'axe médiolatéral, indiquant que les tensions sont donc plus importantes le long de l'axe antéro-postérieur que médiolatéral,
et donc expliquerait bien l'anisotropie des cellules. Les auteurs, même de façon plus directe, réalisent l'expérience d'ablation où en fait ils cassent avec un laser, déchirent ce tissu épithélial et voient la vitesse de relaxation le long de l'axe antéro-postérieur par rapport à l'axe médiolatéral ou dorsoventral. On voit ici les valeurs relatives et on voit bien donc qu'il y a une vitesse de relaxation plus importante le long de l'axe antéro-postérieur que médiolatéral qui, modulo des termes de friction que l'on va dire égaux, ce qui est une hypothèse, dirait que la tension antéro-postérieure est plus importante. Et qui vient en fait, et un article qui va bientôt sortir le montrera, que cela revient vraisemblablement aussi de la géométrie du tissu, c'est-à-dire que l'émergence d'une tension plus importante, d'un nombre de cellules plus important le long de l'axe antéro-postérieur peut s'expliquer, enfin, donne naissance à une tension accrue plus importante le long de l'axe antéro-postérieur à l'origine de l'anisotropie des cellules. Et effectivement, les auteurs montrent que les cellules qui suivent cette voie de constriction apicale sont mécaniquement, semble-t-il, couplées les unes aux autres. On voit en particulier, en vert, le réseau d'actomyosine qui semble être en continuité d'une cellule à l'autre. On voit très bien ici. Suggérant en fait que les cellules forment des câbles supracellulaires qui regroupent plusieurs cellules et qui sont en particulier orientés le long de l'axe antéro-postérieur. Et donc, c'est un élément important. Autant on peut décrire le comportement cellulaire de constriction apicale, autant il semble clair que collectivement les cellules couplent leur contractilité, modifient leur contractilité selon des axes privilégiés qui indiquent en fait des mécanismes de couplage mécanique qui dépendent vraisemblablement qui dépendent très clairement des jonctions adhésives qui relient les cellules les unes aux autres. Alors, à ce stade, on peut même aller un peu plus loin, et ces auteurs ont proposé maintenant de voir à quel point on peut aller plus loin dans la description bidimensionnelle de ces cellules, dans lesquelles, prenant acte du fait qu'il existe des couplages mécaniques entre cellules, peut-on même maintenant s'affranchir de l'individualité des cellules. À partir du moment où on voit une évolution de la contractilité et on voit qu'il y a des couplages mécaniques, peut-on dire que finalement le tissu embryonnaire est un feuillet contractile qui a sa propre distribution spatiale et voyons quelles sont les conséquences de cette contractilité vue sur l'ensemble du tissu. Donc les auteurs ici font une expérience simple qui consiste à injecter des billes dans l'embryon en rouge et à étudier, donc là on est maintenant en section, leur vitesse d'écoulement au cours de l'invagination. Et on voit ici les vecteurs de déplacement de ces billes, d'accord ? Et ici, les motifs qu'elles génèrent en intégrant au cours du temps leur dynamique. On voit l'apparition en particulier d'un écoulement vers le bas, vers l'intérieur, avec ces vortex symétriques de chaque côté. On a ici les vélocités, les vitesses de ces écoulements en X et en Y. On voit bien ici donc cette vitesse plus importante d'invagination. Et de façon symétrique, on voit ici les vitesses planaires. Donc on est vraiment dans une configuration dans laquelle il semble qu'on puisse donc décrire l'intérieur du tissu comme un fluide qui pourrait être entraîné, en tout cas c'est un modèle que les auteurs testent, par les mouvements contractiles à la surface provenant du domaine d'activation de myosine 2. Et en particulier, dans un modèle de fluide à nombre de Reynolds faible, c'est-à-dire dans lesquels les forces visqueuses dominent sur l'inertie, on peut, utilisant les équations de Stokes, prédire en fait l'écoulement du fluide à l'intérieur comme étant uniquement déterminé par ce que l'on peut, les vitesses en fait aux frontières. Et c'est effectivement ce que les auteurs font. Donc en fait ici ce modèle qui dit que si on a un fluide et puis qu'on a une plaque en fait que l'on déplace, on a un écoulement à l'intérieur, une distribution en 3 dimensions qui en fait vient de la propagation des mouvements par le cisaillement en partie en haut. Et donc, par analogie, dans l'embryon, la contraction de l'ensemble de ces cellules, qui donc, comme on l'a vu, ont une contraction d'actomyosine, générerait en fait un écoulement vers la ligne médiane, qui générerait en fait un écoulement à l'intérieur du fluide. Et en utilisant un modèle théorique de ces équations de Stokes et des simulations numériques, les auteurs voient effectivement ce que prédit la théorie et peuvent donc comparer aux données expérimentales. On retrouve
D'un côté, effectivement, une invagination, un écoulement vers l'intérieur en fait, du fluide, et puis de façon symétrique, un écoulement planaire à l'extérieur. Et en comparant les données de simulation et les données expérimentales, on voit qu'il y a une conformité assez bonne entre les deux. De façon encore plus surprenante, si maintenant on observe non pas des marqueurs du cytosol de ces cellules, mais simplement des marqueurs de membrane, des choses qui vont se lier à la membrane, on peut voir de nouveau l'écoulement de ces marqueurs de membrane et constater qu'ils ont une distribution spatiale qui est très semblable à ce que l'on observait pour les marqueurs dans le cytosol. Donc il semble finalement que les membranes se comportent passivement comme l'ensemble du fluide qu'elles délimitent dans une cellule, comme si finalement la configuration cellulaire n'avait pas d'importance. Et pour aller encore plus loin dans le test de ces hypothèses, les auteurs utilisent une mutation ou une double mutation qui permettent d'empêcher totalement la formation de l'épithélium embryonnaire. On a à ce moment-là un cortex embryonnaire qui est en fait une grande surface qui elle-même a sa propre domaine d'activation de la myosine 2. Donc en fait, la myosine 2 est activée dans la partie ventrale comme dans un embryon normal, mais il n'y a plus de cellules. On a un cortex irrégulier. Et les auteurs font les mêmes expériences où ils étudient l'écoulement du cytosol en injectant des billes. Et on voit ici donc les motifs. Il y a en tout cas dans la phase initiale une invagination du fluide, similaire à ce qu'on observe dans le sauvage, et également un écoulement symétrique vers la partie centrale du cortex et l'ensemble du fluide. En utilisant encore une fois un modèle, les simulations numériques, les auteurs montrent en tout cas qu'il n'y a pas identité entre les deux écoulements, mais encore une fois quand même une forte similitude, ce qui montre en fait que cette approximation n'est pas totalement infondée et qu'effectivement l'ensemble du cytoplasme semble être mis en mouvement par un écoulement du cortex d'actomyosine en raison de la distribution du cortex d'actomyosine. Vous vous souvenez, dans le cours précédent, j'avais montré comment, dans l'embryon de C. elegans, en fait, un gradient de contractilité de myosine 2 donnait naissance à un écoulement à longue portée qui venait en fait de la dominance des forces visqueuses par rapport à la friction avec le milieu extérieur ou intérieur. Donc finalement, étant donné ces propriétés, on est en droit de se dire finalement qu'il semble que le système soit mis en mouvement par des conditions initiales qui activent dans l'espace la contractilité d'actomyosine 2. Et cette contractilité, ce motif spatial d'activation de myosine 2 générera en fait un écoulement médiolatéral qui mettra en mouvement l'ensemble du cytosol, comme si les cellules et leur individualité étaient en fait une réponse passive à ces écoulements plutôt qu'un processus activement contrôlé. Alors, quelques éléments sont sur le programme, si l'on veut, qui spatialement contrôle la contractilité de myosine 2. Alors, tout d'abord une description de la voie de signalisation. On retrouve ici en bas ce que l'on a vu au dernier cours, c'est-à-dire cette voie universelle, Rho-GTP, Rho-GTP, qui active à la fois myosine 2 et F-actine et qui génère donc la contractilité d'un réseau d'actomyosine. Ce module, en fait, est lui-même activé par une voie de signalisation qu'on appelle GPCR, de protéine G, également présente dans tous les organismes de la levure jusqu'à l'homme, et qui repose sur un récepteur qui est activé par un ligand et qui active ces protéines dites G-bêta, gamma ici, et G-alpha. On ne va pas rentrer dans les détails de l'ensemble de ces molécules, mais de voir simplement que tous ces composants, G-alpha, G-bêta, G-gamma en particulier, et même certains récepteurs, sont présents de façon ubiquitaire dans l'embryon. Donc, modélisation de l'embryon, toutes ces protéines sont présentes ici, ainsi que les GEF et les GAP qui activent en fait ces protéines. En revanche, il y a comme un interrupteur qui en fait active cette voie de signalisation, c'est le ligand, FOG en rouge ici, qui se lie à ce récepteur et qui lui-même est exprimé de façon unique. En fait, il est exprimé à très très faible niveau partout dans l'embryon, mais il est induit fortement dans le mésoderme, le tissu qui s'invagine, et un autre tissu dont je n'ai pas parlé, mais qui fait exactement la même chose, à savoir l'endoderme dans la partie postérieure. Et donc finalement, les cellules sont toutes préparées pour activer le réseau d'actomyosine, mais elles le font d'une façon spatialement programmée par l'expression spatialement régulée du ligand de cette voie GPCR. Et donc
C'est le seul interrupteur qui va induire ce motif d'activation de myosine 2. Et donc, pour mettre même en perspective l'information programmée qui contrôle l'activation de cette contractilité, un petit retour en arrière sur les éléments d'information de position qui gouvernent l'identité des cellules, ce que j'avais montré dans mon premier cours, où j'avais développé l'historique du concept d'information de position, qui ici se manifeste sous la forme d'un gradient de morphogène du facteur de transcription dorsal, qui définit différents territoires, en particulier le territoire mésodermique, avec l'activation de ces deux facteurs de transcription vus ici avec des sondes ARN qui montrent effectivement l'expression de ces gènes. On voit donc la subdivision discrète du domaine dorsoventral à partir d'un gradient de morphogène continu. D'accord ? Donc ça, c'est une illustration de ce que j'avais dit dans mon premier cours sur ce concept d'information de position au cœur de ces programmes de développement. Et on voit ici l'apparition ventrale en rouge du facteur de transcription SNEL qui joue un rôle donc, important, comme on va le voir, l'interrupteur qui active la contractilité. En effet, on voit ici dans une cellule Twist et SNEL, donc deux facteurs exprimés en rouge strictement ventralement. Ils vont activer un certain nombre de facteurs. Alors Twist et SNEL, en fait, leur expression est donc strictement ventrale. On voit ici une vue de côté, strictement ventrale, et une vue ventrale où on voit effectivement cette bande. D'accord ? Et eux-mêmes sont les facteurs qui vont contrôler des gènes maîtres, qui sont, comme on l'a vu dans le premier cours, ce concept de gène maître, qui active toute une série de gènes en aval, qui définissent l'identité mésoderme, si vous voulez. Et dans le contexte qui nous intéresse de l'activation de la contractilité, parmi leurs gènes cibles, on trouve des facteurs qui, d'une façon ou d'une autre, vont moduler cette voie de signalisation Rho qui active myosine 2. En particulier le ligand de ces GPCR, FOG, dont on peut voir l'expression ici, spécifiquement l'interrupteur ventral et postérieur, mais d'autres facteurs, je ne rentre pas dans les détails, notamment d'une protéine qui va jouer sur la localisation d'une guêpe de Rho. D'accord ? Donc retenez ici cette idée d'un programme développemental spatialement organisé qui va définir d'une façon discrète le timing et le domaine d'activation de l'interrupteur de cette voie et qui va donc programmer l'activation de la contractilité. Des expériences anciennes avaient montré qu'effectivement, la spécification de ces cellules est suffisante pour induire l'invagination. Ce sont des expériences de transplantation nucléaire réalisées par Maria Leptin et Siegfried Rode, donc il y a longtemps. Et on voit ici un embryon qui est mutant pour ces gènes Twist et SNEL, ces deux gènes maîtres du mésoderme dans lesquels il n'y a plus d'invagination. La transplantation de cellules sauvages marquées en brun, en noir ici, dans cet embryon, génère en fait une invagination spécifique de ces cellules. Donc on voit bien ici les attendus d'un programme, c'est-à-dire que l'expression d'un gène est non seulement nécessaire, mais suffisant pour induire le processus d'invagination. Une expérience très élégante qui, comme on va le voir, peut être réalisée différemment maintenant et de façon plus quantitative. Une autre expérience analogue montre que dans un mutant TOL qui est actif dorsal, donc il n'y a plus de morphogène dorsoventral, plus de mésoderme, plus rien. Si l'on maintenant transplante des noyaux de cellules sauvages, si elles expriment Twist et SNEL, à ce moment-là, elles vont induire une invagination spécifique. Donc le mécanisme d'invagination nécessite cette information de position qui est nécessaire et suffisante pour ce processus. Alors aujourd'hui, on peut réaliser ces expériences de façon beaucoup plus quantitative, comme je le disais, et je voudrais me référer à des publications très récentes du laboratoire de Stefano De Renzis à l'EMBL. Donc vous voyez, c'est de quelques mois. Et pour cela, on utilise maintenant l'optogénétique, c'est-à-dire l'utilisation de la lumière pour activer une protéine en la recrutant à la membrane. Donc la méthode consiste en fait à associer deux protéines qui s'associent naturellement en fonction de la lumière, qui ici est la lumière bleue, Cry2 et SIB1. Ces deux protéines s'associent dès lors qu'elles sont exposées à la lumière bleue. Si chacune est associée aux bonnes protéines, en l'occurrence ici, si l'on associe à Cry2 la guêpe de Rho, donc la protéine qui va activer Rho1, vous vous souvenez, cette molécule qui active myosine 2, et si l'autre protéine est déjà à la membrane, parce qu'on l'associe à un domaine transmembranaire, SIB1, à ce moment-là, la lumière bleue va induire un recrutement membranaire de guêpe et faire l'analogue de ce que FOG fait in vivo.
Le ligand induit ce processus naturellement. Ici, on utilise la lumière pour le faire à la place. Et donc, en jouant sur le motif d'exposition à la lumière, l'intensité de l'exposition à la lumière, on peut donc jouer sur le taux de recrutement ou sur le domaine d'activation. Et donc, on voit ici une telle expérience dans laquelle la lumière bleue est apportée pour recruter à la membrane la GEF, et on voit ici l'activation de myosine 2 dans ces cellules, donc avec une géométrie rectangulaire, et on voit ici cette activation de myosine 2. En jouant maintenant sur la géométrie de l'activation de cette voie de signalisation, on peut ainsi programmer, contrôler l'activation effectivement de myosine 2 que l'on voit ici. Alors le contraste n'est pas excellent avec ce projecteur, mais on voit néanmoins une forme triangulaire dans l'activation. Et de façon très claire, on voit que l'invagination en fait, a une géométrie qui suit assez bien cette propre motif. Donc on a finalement ici le test, je ne dirais pas ultime, enfin néanmoins assez précis, de l'impact du fait qu'on semble avoir identifié en fait, les facteurs de contrôle de ce processus qui, spatialement et temporellement, est en fait prédictif de la géométrie de l'invagination. Il ne s'agit pas simplement d'une invagination superficielle. On voit en fait dans cette expérience que l'invagination induite par cette activation optogénétique est elle-même assez profonde. Elle n'est pas aussi profonde qu'un embryon sauvage. Elle n'est pas non plus aussi rapide. Le processus d'activation par la lumière est beaucoup plus lent. Mais néanmoins, on retrouve en fait une invagination du mésoderme qui est significative. Donc, à ce stade-là, on sera en droit de se dire qu'il semble qu'un modèle en 2 dimensions suffit à expliquer en tout cas les étapes initiales de l'invagination. On a même proposé, on peut même s'affranchir quasiment du détail de l'individualité cellulaire en voyant finalement un réseau contractile supracellulaire avec des connexions mécaniques propres à ce réseau qui transcendent les frontières des cellules et qui génèrent un écoulement médiolatéral, initie une invagination qui se voit par ces écoulements dans le cytosol. Et cette dynamique est elle-même programmée par une voie de signalisation venant de l'information de position de l'embryon qui positionne dans le temps et l'espace l'activation de myosine 2 selon les voies que je viens de caractériser. Alors, j'aimerais néanmoins contraster ce modèle en apportant une description qui prend vraiment en compte, résolument en compte, l'aspect tridimensionnel des cellules. En fait, ce que je viens de vous présenter décrit de façon assez bonne les quelques premières minutes de l'invagination, mais elles ne parviennent pas à expliquer l'invagination dans toute sa profondeur, sa vitesse. Et donc pour cela, il faut utiliser donc, la description tridimensionnelle du tissu. Donc, en particulier, on voit ici une section sagittale de l'embryon au cours de l'invagination, et l'on observe qu'en plus de l'activation apicale de la myosine 2, vous voyez que ici c'est un signal de la myosine 2 qui est en partie basale et qui disparaît de façon spécifique dans le territoire du mésoderme. Et on peut donc imaginer que le fait que la partie basale des cellules soit moins élastique permettra en fait une déformation plus large qui serait associée et peut-être utile pour permettre l'invagination complète du tissu, au sens où si une tension était trop importante ici, si une élasticité plutôt résistait au processus d'invagination, elle pourrait en fait empêcher tout bonnement l'invagination. Donc on a ici une quantification de la baisse caractéristique de l'intensité de myosine 2 en partie basale de ces cellules. Et les auteurs ici, dans un autre article qui vient aussi de sortir, le même groupe de Stefano De Renzis, montre que l'on peut maintenant induire ou forcer le recrutement de myosine 2 en partie basale et de voir quelles en sont les conséquences pour l'invagination. Donc ils utilisent exactement la même méthode de recrutement de la GEF de Rho en partie membranaire et voir que dans ce territoire, en partie basale, les auteurs arrivent à forcer le recrutement de myosine 2 alors que naturellement, dans une zone contrôle adjacente, ce signal a fortement baissé. Et les conséquences en termes d'invagination sont dramatiques. On voit ici une zone contrôle non activée où le tissu s'invagine, alors que dans la partie activée, il y a bien constriction apicale des cellules, il y a bien contractivité de ces cellules. Dans la zone contrôle, il y a bien invagination, alors qu'ici, le fait d'avoir maintenu et forcé l'activation de myosine 2 en partie basale empêche totalement l'invagination. Donc on est bien dans une situation où il importe non seulement d'activer apicalement myosine 2, mais également de relâcher la tension dans la partie basale pour permettre cette déformation caractéristique que l'on observe dans l'embryon sauvage.
Un autre tissu d'un autre groupe dans une étude également très récente, 2018, montre comment d'autres types de sillons nécessitent également une régulation apicobasale de la tension. Cette fois-ci, la tension basale ne viendra pas de la tension résultant de la contractilité d'actomyosine, mais de la matrice extracellulaire en partie basale. Donc, on voit ici en fait l'apparition d'un certain nombre de sillons par ces flèches vertes et violettes. J'attire votre attention donc, par exemple ici sur ce sillon, un autre ici qui se forme au cours du temps. Ici, un petit modèle mécanique qui décrit ce processus. Les auteurs montrent, d'abord, il n'y a pas de constriction apicale du tout. On a maintenant un recrutement basolatéral. Mon pointeur ne marche pas, mais vous pouvez voir sur l'image en haut à droite l'apparition d'un signal vertical qui correspond au recrutement d'actine, qui donc est également d'une tension mesurable par ablation. Donc, vous voyez ici dans le graphe de droite, dans le sillon, dans ces cellules-là, marquées par une intensité plus importante d'actine, une augmentation de la tension mesurée par ablation laser. Dans la partie basale de ces cellules, dans le sillon, on voit également une baisse de la concentration d'un composant de la matrice extracellulaire, que l'on voit ici importante, et qui est spécifiquement abaissé, inhibé d'une façon programmée par une information de position dans la partie correspondant au sillon. Et les auteurs montrent qu'en forçant l'expression d'une métalloprotéase, on peut localement créer un sillon ectopique dans une zone qui est normalement dépourvue. Donc, et ici, on avait des mesures de tension mesurées par ablation laser dans la matrice dans la partie basale des cellules, où il y a donc l'apparition de cette perte du signal de matrice, et en particulier une diminution de cette tension par rapport à un stade précoce qui n'est pas montré sur cette image, où la matrice était plus importante et uniforme. Ensuite, il baisse et la tension baisse. Une étude en un sens précurseur, il y a quelques années, avait montré dans un autre organisme. Donc, je me suis beaucoup appuyé sur la drosophile, comme vous l'avez vu, pour des raisons liées au caractère très quantitatif des études qui ont été menées. Mais d'autres organismes ne sont pas en reste, et en particulier, on peut voir ici dans un urochordé, un organisme qui ressemble plus à un vertébré, on va dire, en tout cas dans ses stades larvaires et embryonnaires. On peut voir ici l'invagination de l'endoderme en jaune, et des changements de forme cellulaire caractéristiques, leur allongement, la constriction apicale, puis ensuite leur raccourcissement le long de l'axe apicobasal dans une seconde étape associée à l'invagination. Et les auteurs, caractérisant ces deux étapes morphologiques, montrent également que le moteur myosine 2 est recruté séquentiellement dans la partie apicale des cellules, ici, lors de la première étape, et ensuite dans la partie plus latérale, dans la deuxième étape du processus. Et que l'inhibition de la myosine par un inhibiteur de ROCK, qui active myosine 2, bloque totalement ce processus, ou un autre inhibiteur de myosine ici. Donc en fait, deux étapes séquentielles de déformation cellulaire associées à deux étapes de l'invagination de l'endoderme qui sont associées à un domaine d'activation de myosine 2 en apical et en latéral, et qui sont elles-mêmes nécessitent cette activation. La raison pour laquelle j'ai voulu choisir cette étude, c'est que c'est sans doute l'étude pionnière qui utilise non seulement des données de biologie cellulaire, mais également un modèle mécanique et qui explore toute une série de paramètres qui permettent d'explorer les configurations dans l'ensemble du tissu qui permettent de reproduire les morphologies observées in vivo. Donc, je vais avoir quelques difficultés avec mon pointeur défaillant pour vous expliquer cette diapositive. Néanmoins, vous pouvez voir dans la partie en grand B, donc en bas à gauche, toute une série de descripteurs géométriques du tissu et les angles qui vont servir de filtre pour voir comment, en variant maintenant les paramètres de tension apicale versus latérale, dans les trois tissus qui nous importent, ou les deux tissus qui nous importent, à savoir l'endoderme, ici, ces 4 cellules, et puis le mésectoderme, ce tissu adjacent. Les auteurs en fait explorent systématiquement la tension latérale et apicale dans ce tissu par rapport à ce tissu-là. Et on voit ici représenter selon différents actes
axes, la tension relative latérale et apicale dans l'endoderme, et la tension apicale dans l'endoderme versus le mésectoderme. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les auteurs peuvent voir en fait les configurations qui donnent naissance à une géométrie qui, selon les critères géométriques définis ici, et qui correspondent de nouveau décrits ici, permettent de voir celles qui décrivent au mieux le processus. Et effectivement, ces études montrent que, en tout cas les simulations numériques, indiquent la nécessité d'avoir une tension apicale plus importante dans l'endoderme que dans ces cellules-là. Et pour la deuxième étape, l'augmentation de la tension latérale dans ces cellules-là par rapport aux autres. Et donc, on a ici le bon exemple d'une étude qui utilise de façon, pas simplement en fitant quelques paramètres, mais en explorant de façon systématique les paramètres de tension corticale, permet de décrire l'évolution des formes cellulaires et en les intégrant maintenant dans la géométrie totale du tissu. Donc, je pense une étude qui est pionnière en ce sens et qui rejoint une étude aussi plus récente réalisée chez la drosophile qui montre l'importance non seulement de la tension locale, mais en fait des valeurs relatives sur l'ensemble du tissu embryonnaire. Donc voilà ici résumé l'invagination, ce qu'on peut définir comme un programme d'invagination. Je prends ici l'exemple de la sionne, mais on peut le voir de façon beaucoup plus générale. Le programme qui contrôle spatialement le paramètre mécanique, savoir la tension d'actomyosine, est quelque chose qui définit en fait une régionalisation, c'est-à-dire qui définit spatialement quelles cellules vont avoir par exemple une constriction apicale, et également un paramètre de polarisation, c'est-à-dire que la tension apicale versus médiolatérale va elle-même être régulée dans le temps et l'espace. Donc là, on est dans l'exemple, et toutes les invaginations embryonnaires, chez tous les organismes, procèdent de cette vision plus programmatique de l'invagination dans laquelle le comportement cellulaire, sa contractilité, la résistance mécanique de la matrice extracellulaire sont spatialement organisées par l'information de position qui gouverne ces paramètres. Et donc, d'une façon et qui explique donc, le positionnement extrêmement reproductible de la tension de ces cellules et l'apparition très reproductible de ces invaginations. Alors, j'aimerais, encore une fois, pour brouiller un peu les pistes, mais pour montrer en fait de façon plus complète la richesse des modèles qui permettent d'expliquer ces processus, il serait excessif et, à mon sens, erroné de s'en remettre uniquement à ces modèles programmatiques de l'invagination. Et pour cela, j'ai choisi de revenir à un article absolument pionnier du tout début des années 80, dont le titre n'est pas sans rappeler, et d'ailleurs il était fait à dessein, l'article de Turing. Vous vous souvenez, l'article de Turing, c'était The Chemical Basis of Morphogenesis. Et j'avais montré en quoi Turing, pour des raisons méthodologiques, avait décidé de s'affranchir de la mécanique, trop complexe à l'époque, mais présageant qu'elle serait utilisée dès lors que les ordinateurs deviendraient plus sophistiqués pour le faire. Et là, on a, au début des années 80, à une époque où les ordinateurs étaient beaucoup moins puissants, deux très brillants personnes, Gareth Odell et George Oster, qui ont disparu cette année, ont présenté un papier qui, à mon avis, est un papier vraiment précurseur, bien avant beaucoup d'autres physiciens, et qui ont proposé un modèle d'invagination, lui reposant uniquement sur un processus auto-organisationnel. Et je voudrais en particulier souligner cette phrase « In our model, coordination at the population level, population des cellules, arises from the local behavior of each cell automatically ». Donc en fait, on a un modèle qui part de l'individualité cellulaire, comme je l'ai fait, mais il précise « There is no need to introduce poorly understood devices such as morphogens and cellular clocks ». En fait, il faut référence à tout ce qu'on appelle maintenant le pattern, l'information de position, qui commençait à peine à être connu à l'époque. C'est les années 80 qui vont suivre, qui vont les caractériser. En fait, ils veulent absolument s'affranchir de ce type, de ce qu'ils appellent une complexité. Et en particulier, on peut voir ici « We wanted to minimize the load of genetic pre-programming ». Donc les termes choisis, c'est vraiment l'idée d'un programme de développement très complexe, inutilement complexe selon eux. Ils sont physiciens, ils n'ont pas envie de s'embarrasser de ce genre de données. « Required to generate morphogenetic patterns ». Et après, « And a precise clock for activating that program was unaesthetic and probably unnecessary ».
Donc je pense que c'est important de voir cette vision comme, évidemment, contrastant avec ce que je viens de vous dire. Et en même temps, au début du cours, on a vu en fait comment les instabilités mécaniques émergent de principes très simples et produisent des structures très complexes. Donc moi, je voudrais absolument que l'on puisse unifier ces deux descriptions, et c'est ce que je vais faire dans les quelques minutes qui me restent. Donc le modèle mécanique est très simple. Il dit et définit en fait une excitabilité des cellules. On a vu l'excitabilité, vous vous souvenez, dans le deuxième cours. J'ai défini ces systèmes excitables comme nécessitant un seuil d'activation et d'autres propriétés sur lesquelles je ne reviens pas. Mais ce que les auteurs caractérisent, c'est que les cellules sont contractibles, le volume est incompressible. Donc on a une cellule idéalisée ici vue en 2 dimensions sur le côté et que vous pouvez voir ici dans ce schéma à droite. L'idée est qu'au-delà en fait, d'une déformation d'une cellule et franchissant un seuil d'excitabilité, les cellules en fait, vont se contracter et faire évoluer, à savoir réduire leur longueur caractéristique de repos dans un modèle donc, viscoélastique ou donc un ressort de raideur K avec une longueur de repos L0 et une viscosité mu. Voilà, donc on a ici l'équation d'évolution de la longueur en une dimension de cette structure en fonction donc, de la déviation de la longueur de repos, la raideur et la viscosité, et ici la force qu'on applique à cette cellule. Alors cette force elle-même vient d'une cellule voisine qui a sa propre contractilité. Donc l'idée c'est qu'en couplant ces processus, on peut faire voir évoluer la dynamique d'une propre cellule en utilisant ce critère d'excitabilité. Au sens où au-delà du seuil, la cellule va tout d'un coup activer myosine 2 pour en fait réduire sa longueur L0, la réduire, d'accord, qui va donc expliquer la constriction apicale. Et on voit ici un diagramme qui montre comment, en ordonnée, donc on a la longueur, alors en une dimension, on peut dire le périmètre de la cellule, et ici la longueur de repos. Pour simplifier, les auteurs considèrent que les 2 états stables sont en fait une longueur au repos grande et une autre longueur plus petite, d'accord ? Et on va transiter de l'une à l'autre en fonction du seuil de déformation, de la dilatation, si l'on veut, de cette longueur que je représente par cette lettre rouge. Quand L égale L0, on est évidemment dans une conformation où il n'y a pas de contrainte, et donc la situation est stable. Si l'on dilate la cellule, dans une première petite dilatation, la cellule va en fait avoir une trajectoire qui va la ramener en fait à cette configuration de repos initial. Si en revanche on passe un seuil de firing, c'est-à-dire au-delà du seuil d'excitabilité, la cellule va modifier sa longueur L0 de référence et la trajectoire va donc l'amener directement à cette configuration. La cellule va réduire son périmètre et donc sa surface apicale. D'accord ? Donc on dit simplement qu'il y a cette L0 n'est pas une constante, mais un facteur qui réagit en fonction des paramètres de la cellule. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est de voir maintenant quelle est l'implication de ce processus dès lors que l'on multimérise ces cellules pour former un tissu en 2 dimensions avec quelques simulations numériques faites donc, au début des années 80. Il faut savoir apprécier quand même que ces personnes sont arrivées à faire ce travail de simulation. Ils étaient en fait les premiers à cette époque à le faire et on voit très clairement une chose intéressante, à savoir le fait que la seule chose qu'ils imposent, c'est une initiation du processus dans une zone particulière, dans quelques cellules au centre. Et en fait, on voit une propagation dans l'espace et le temps de la contractilité selon en fait une trigger wave qui est exactement conforme à ce que nous avons vu dans le 2e cours et le 3e cours sur la dernière fois, donc sur cette propagation de la contractilité. Et les auteurs, modifiant des paramètres initiaux, tentent d'expliquer le type d'invagination dans telle espèce ou dans telle autre, et ici on a à droite en particulier les simulations numériques qui sont censées en fait le mieux reproduire la phénoménologie de l'invagination du mésoderme chez la drosophile. Vous avez vu précédemment, je vous ai montré des films en section sagittale de ces embryons. Vous voyez que c'est quand même qualitativement en tout cas très appréciable. Donc ici finalement le seul élément programmé c'est l'initiation par une cellule. Mais après la séquence temporelle et spatiale résulte d'une trigger wave qui résulte de l'excitabilité de ces cellules contractiles. Alors, l'excitabilité d'un réseau d'actomyosine est un fait. Ce n'est pas quelque chose que l'on ajoute ici comme propriété ad hoc pour le modèle. Elle s'appuyait à l'époque et depuis, elle a été corroborée très très largement. Si l'on excite, si l'on contracte ou si l'on tire sur une cellule qui a un réseau d'actomyosine, assez naturellement, cette cellule peut en fait contracter
activer son réseau d'actomyosine. Et donc, ce modèle est tout à fait plausible. Voilà, alors il me reste une ou deux diapos. En fait, je vais passer plus vite parce que je vous avais annoncé des cours un peu plus longs parce que j'en ai que 5 cette année. Mais il s'agit de données de mon équipe qui sont sur bioRxiv, donc je peux en parler comme données non pas publiées mais en tout cas accessibles, et qui montrent de façon, et qui d'ailleurs est à l'origine en fait, de la construction dans son entier de ce cours, de cette vision programmatique et auto-organisationnelle du développement, et en particulier de l'invagination. En fait, je vous montre ici dans ce film une invagination non pas du mésoderme, mais de l'endoderme, c'est-à-dire en fait quelque chose qui est dans la partie postérieure, qui a tous les mêmes attributs que ce que je vous ai montré précédemment, à savoir une constriction apicale, l'activation par exactement le même voie de signalisation que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Seul change les facteurs d'information de position qui allument cet interrupteur, ce ligand FOG de la voie de signalisation. Et ce que vous voyez, c'est une brisure de symétrie, il y a une rotation vers la partie dorsale, il y a une invagination très visible, et il y a ensuite une progression. Si l'on regarde dans la partie dorsale de cet embryon, on voit apparaître en vert la contractilité d'actomyosine dans un domaine précurseur, un prémordium, exactement analogue à ce qu'il y a dans le mésoderme. Mais en revanche, ce que vous allez voir, c'est une vague d'activation qui va se propager dans la partie dorsale de ce tissu, à raison d'une cellule toutes les 2,5 minutes à température ambiante. Et donc on est dans un domaine, on est dans une situation dans laquelle l'invagination n'est pas simplement spécifiée dans un domaine fixe, comme c'est le cas du mésoderme, mais comme je vous l'ai montré, mais dans lequel il y a une vague dynamique qui se propage, et qui naturellement fait penser à l'article de Hodel et Oster dont je vous ai parlé précédemment, parce que typiquement, eux, ils ont proposé un modèle théorique qui explique ce genre de phénoménologie, mais à l'époque, il n'y en avait aucun exemple. Donc il y a un prémordium, en jaune, et une vague de propagation dans un territoire bien délimité. On voit ici les caractéristiques de cette progression, c'est qu'elle est linéaire, progressive, dans ce kymographe montré à droite. Encore une fois, mon pointeur défaillant va rendre compliqué l'analyse, mais vous pouvez voir en bas un code de couleur qui vous montre différentes cellules positionnées le long de l'axe antéro-postérieur, et en blanc le temps qui indique le moment précis où chacune de ces cellules va activer myosine 2, alors qu'au début, aucune d'entre elles n'activait myosine 2. Donc il y a bien cette vague séquentielle linéaire d'activation de la myosine 2 dans ces cellules. Le processus, comme je l'ai dit, est induit par exactement la voie de signalisation dont je vous ai parlé précédemment. On regarde maintenant dans la partie postérieure, à gauche de l'embryon, FOG, le ligand, induit ici, qui active cette voie, active la contractilité d'actomyosine. D'accord ? Ce que je vais vous montrer, c'est que l'induction de ce processus est donc régie par la transcription de ces facteurs, mais que sa propagation est totalement indépendante de la transcription. Pour regarder cela, on peut utiliser une technique qui consiste à regarder les transcrits du gène FOG en utilisant une protéine, GFP, qui reconnaît des motifs dans la partie 3' UTR de l'ARN, d'accord, et qui donc va directement dans des films visualiser dans un embryon vivant l'accumulation du transcrit lorsqu'il est produit. Et on voit en particulier que dans la partie, regardez par exemple ici, dans le prémordium, FOG est induit spécifiquement. En revanche, dans la partie de propagation de la contractilité, le ligand FOG n'est pas présent. Donc on a une induction du ligand et après son absence. Et on peut utiliser un inhibiteur de la polymérisation par RNA-Pol 2, bloquer totalement la transcription. Et ces expériences nous ont montré que lorsque l'on fait cette expérience, après que l'induction du processus ait eu lieu, en contrôlant rigoureusement dans le temps l'expérience, on peut voir bien sûr l'activation en vert, mais ensuite la progression est totalement normale. Néanmoins, et je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, pour ceux qui sont intéressés, l'article est donc en référence, on montre en fait que la transcription est bien totalement bloquée. Il y a au moins 2 processus, notamment les divisions cellulaires dans la partie dorsale, qui en fait nécessitent la transcription continue de gènes, qui sont totalement bloqués dans cette expérience. Donc on est dans une situation dans laquelle, bien que programmé transcriptionnellement pour être induit dans un endroit particulier, la partie postérieure de l'embryon, la propagation, la dynamique de propagation de cette vague contractile est totalement indépendante de la transcription. Voilà.
vous retrouverez dans l'article les éléments qui montrent que ce processus est soumis en fait à une rétroaction d'origine mécanique qui permet une propagation progressive de ces cellules. Donc, et pour mettre simplement les choses dans un modèle phénoménologique, on décrit en fait que cette rétroaction mécanique implique un jeu très intéressant et largement encore incompris entre la contractilité dans le sillon, les forces de contrainte contre en fait, une surface adhésive, la membrane vitelline, qui en fait, initie en fait, une distribution de contraintes représentée ici en rouge, qui s'autopropage. Encore une fois, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder l'article. Mais le point important, et qui en fait ici est mon point de conclusion, c'est que je vous ai montré la validité de modèles de programmes pour expliquer l'invagination. Je vous ai néanmoins montré de multiples façons des instabilités ou des structures auto-organisées qui expliquent non seulement le comportement cellulaire, mais même la propagation spatiale de la contractilité dans un embryon qui donne naissance à des invaginations. Et dans le cas que je vous ai présenté à la toute fin, vous pouvez voir l'action séquentielle d'une vision programmatique qui initie le processus et sa propagation en vague par une auto-organisation qui nécessite un feedback mécanique. Donc j'espère vous avoir convaincu du fait que les processus macroscopiques tissulaires, en tout cas dans le cas de l'invagination, et encore une fois faisant référence à la première partie de mon cours sur l'émergence de courbures dans le cortex, dans différents organes, relevaient tout à fait d'une vision de l'information d'une origine mécanochimique qui, agissant sur elle-même, permet en fait, et par rétroaction, de produire des structures complexes et dans lesquelles peu de paramètres bien identifiés sont utilisés pour créer la variation que l'on voit au cours du développement dans un tissu par rapport à un autre ou même dans un organisme par rapport à un autre lorsque l'on se situe à une échelle évolutive et qui, en fait, se distingue d'une vision vraiment programmatique dans laquelle l'information agit d'une façon hiérarchique sur les processus mécaniques, cette information étant à ce moment-là essentiellement de nature génétique et biochimique. Et je crois vous avoir illustré dans ce dernier exemple combien en fait, ces deux modèles coexistent pour créer des structures morphogénétiques dynamiques. Voilà, donc la semaine prochaine, nous verrons, dernier cours, nous verrons maintenant non pas les courbures, mais toutes les modalités. Comment fait-on pour allonger un tissu? Comment fait-on pour le diriger? Et encore une fois, on verra la contribution d'une vision programmatique de contrôle et d'auto-organisation. Voilà, je vous remercie.